Eh bah, Sébastien, je me pose une petite question. T'as pas fait une coquille dans la diapo là? Parce que je vois 2 fois Ascode. Ah, non, mais c'est parce que je bégaye des fois, du coup, j'ai des petits problèmes de diction. Ok, Mais je t'assure que sur ce coup-là, c'est vraiment bien. C'est Ascode, virgule, Ascode. d'accord. Codon infrastructure avec du vrai code qui exprime son intention et qui permet à tous ses utilisateurs de le maîtriser. Bonjour, moi c'est Sébastien Gaha, 80% dev, 20% ops. Ça veut dire que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai principalement eu des expériences de développement dans le service public, des services publics à forte affluence, à fort trafic, qui ont eu donc des problématiques ops et UX. Et moi, c'est Ulysse, 80% Ops et 20% Dev. J'ai démarré le monde de l'entreprise dans l'Ops. Et aujourd'hui, je me retrouve à coder des services cloud. Donc, je m'intéresse à ce monde du Dev. Et notre point commun, c'est le fait qu'on se définit comme des artisans de la tech. Ça veut dire qu'on travaille notre geste, on essaie d'améliorer nos pratiques pour avoir derrière une infra et un produit de qualité. C'est ce qu'on essaie de développer à Octo. Qui dans la salle pense que l'IAC, c'est du code? Beaucoup de gens finalement. Ben nous, on pense que vous avez tort. Et c'est ce qu'on va justement voir durant ce talk. On va voir en quoi vous avez tort et en quoi peut-être que vous n'avez pas si tort que ça. Si je vous montre du code d'infra, pour ceux qui ne connaissent pas, là, on a un bloc de code Terraform qui va déclarer une ressource. Cette ressource est une ressource Azure de type storage account. Voilà, elle se définit comme une configuration avec une description. On lui donne une région. Ah, on voit aussi qu'on est capable de l'activer ou de la désactiver, un peu comme un if, pour les développeurs qui connaissent le if. Mais ce if, il est codé différemment parce que c'est du code d'infra. On voit que c'est un peu particulier. En quoi ce code d'infra ne serait pas du code? Et là, normalement, vous avez lu le titre, vous allez tout droit, vous allez dire « Mais oui, ce talk, il va parler de DSL ». Les langages de code d'infra sont des Domain Specific Language. Donc là, bravo, vous avez eu la bonne réponse dès le premier coup. Mais du coup, dis-moi, c'est quoi un DSL? Définition Wikipédia d'un DSL. Un DSL, c'est un langage dédié, un langage de programmation qui est sur un domaine spécifique et du coup qui est là pour répondre aux contraintes du domaine d'application précis. Il n'est pas conçu pour résoudre tous les problèmes du monde entier, même si en le tordant un petit peu, on va y arriver. Et du coup, il se situe entre un petit langage de programmation, un langage de script, ça peut être une librairie de programmation. Voilà, c'est quelque chose d'assez flou, mais on voit quand même qu'on est sur une utilisation qui peut être multiple. Comment mieux le catégoriser? Pour ça, on a la complétion Turing. Ça, c'est des critères pour vraiment catégoriser un langage de programmation comme Turing complet ou non Turing complet. Et là, dans ces cas-là, Alan Turing il dit ton langage n'est pas complet. Et la majorité des langages utilisés pour faire de l'infra Ascode aujourd'hui ne sont pas Turing complets. Donc là, est-ce que ça veut dire que moi, Terraform, moi qui écris du Terraform, moi qui écris du Ansible, moi qui écris ma config, je suis foutu? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. A priori, nous, on pense que non. Ce n'est pas là la définition. Pourquoi? Je vous montre un exemple de langage Turing complet. On a du coup une fonction, c'est du TypeScript, c'est même typé, c'est pas mal. Ça fait des choses, ça ajoute des éléments dans des listes, dans des maps. Bon, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc on n'est pas certain non plus que ce soit du code finalement. Et pourtant, c'est un langage qui est Turing complet. On peut se dire, on peut faire des choses bien, là. On a de la programmation orientée objet, on est bien. Pour nous, c'est pas ça le cœur du talk et le cœur du sujet. Pour nous, le cœur du sujet, c'est l'intention. Pour nous, du code, c'est finalement une écriture automatisée qui va réussir à exprimer une intention. What you see is what you get. C'est notre slogan. À la lecture du code, le développeur il est capable d'en définir, de dire quelles seront les actions qui seront jouées par ce code. Sur le script précédent, vous n'étiez pas capable de le savoir. Donc là, moi, en tant que développeur, je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis capable d'isoler les couches de complexité pour que du coup, à la lecture, j'arrive à avoir que les actions métiers qui soient définies? Est-ce que je peux réutiliser toute la complexité que j'ai abstraite dans mon infra, qu'on peut appeler des policies, qu'on peut appeler des repositories, on verra plus tard? Est-ce que je peux la réutiliser dans d'autres cas d'usage? Ça, c'est vraiment les réflexes du développeur, de la programmation orientée objet.
Est-ce que je peux avoir du feedback sur ce code très rapidement? Est-ce que je peux le tester unitairement? On voit que c'est du code d'infra, c'est compliqué. Mais moi, en tant que développeur, j'ai deux notions qui sont à ma rescousse, deux notions de la programmation orientée objet, qui sont l'abstraction, d'une part, et l'encapsulation. L'abstraction, c'est le fait de faire ressortir les caractéristiques qui sont essentielles d'un objet. Donc à la lecture, je vois vraiment les caractéristiques de l'objet. Et l'encapsulation, c'est le fait de compartimenter les objets, d'en prendre toute la complexité, de les mettre dans un objet avec lesquels je peux interagir, que je peux instancier, que je peux muter avec certaines règles et un contrat d'interface. Ça, c'est deux outils du développeur. Mais ces outils du développeur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser avec du code d'infra? Eh ben, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc l'idée, là, ça va être de vous présenter les travaux qu'on a pu faire. Il y a un sujet atelier juste après qui va aller un peu plus en précision sur le code. Mais j'ai fait ressortir un peu les éléments capitaux qui ont permis d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc le premier élément, tu en as déjà parlé, Sébastien, c'est l'intention. Quand Sébastien et moi avons démarré ce POC, ce travail derrière cet outil pour faire de l'infra as code, il a fallu mettre au centre l'intention. Cette intention, elle doit être claire dans vos tickets, mais aussi dans votre code. L'idée, c'est fini les tickets à la liste de courses de je veux déployer un conteneur pour mon équipe, je veux avoir tant de bases de données. Ça ne reflète pas une intention. Derrière, il faut falloir chercher plutôt des tickets qui vont ressembler à, en tant que développeur, je souhaiterais déployer mon application sur tel environnement pour pouvoir le tester. C'est un exemple. Et derrière, vous avez un autre persona qui va être la partie opérationnelle, où en tant qu'Ops, je souhaite fournir une interface, un outil qui permette à mes développeurs d'héberger leurs applications ou de les mettre à jour. Ça, c'est la partie de l'intention. Derrière, il y a un deuxième élément. Ça va être, pas tout de suite l'élément. L'intention dans le code, là, vous la voyez. Ici, on a un code, il est très simpliste. On le lit d'une traite, on sait qu'il va déployer peut-être un conteneur, je ne sais pas sur quel cloud. Derrière, je lui donne des paramètres et je le up. Ça, c'est l'intention qu'on va chercher à avoir dans notre code. L'idée, c'est quelque chose de très clair. On a réussi à le faire avec du TypeScript ici. L'idée, ça va être de le retrouver dans les outils que vous allez utiliser au quotidien. Le deuxième point, ça va être l'interface utilisateur. Parce que, évidemment, en tant qu'Ops, on souhaite développer une infrastructure. Celle-ci, elle va devoir répondre à des enjeux pour les développeurs, mais aussi pour l'équipe opérationnelle. Fini les outils, la longue liste d'outils à configurer, à installer. Il faut vraiment se concentrer sur essayer d'avoir une interface unifiée pour vos équipes. Derrière cette interface, elle peut être très simple, une CLI. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le POC. Mais aussi, on peut aller de plus en plus complexe aujourd'hui avec des interfaces web, des API REST ou encore du gRPC, tout ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que ça donne derrière en code? Là, on a un exemple d'une CLI qui nous permet de déployer un conteneur dans un cloud pour un projet, dans un environnement. Ça, c'est ce qu'on est allé chercher derrière l'intention et derrière cette interface utilisateur. On a construit notre interface code à partir de ça. On construit notre plateforme à partir de ces outils. Bien évidemment, ces outils vont évoluer et on va vouloir, au lieu de passer à une CLI, passer à de la configuration. La configuration, un fichier YAML ou JSON. Là, c'est vous qui souhaitez. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. On l'a vu tout à l'heure dans un talk précédent. Des CRD, c'est un exemple. Là, vraiment, c'est l'idée. Il faut peaufiner cette interface utilisateur pour qu'elle puisse avoir de l'adoption auprès de vos développeurs, mais aussi de vos opérateurs pour l'améliorer. Ensuite, on connaît tous les principes YAGNI, Dry, Keys et ainsi de suite quand on développe notre code d'infrastructure ou même code habituel. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut chercher à avoir, c'est atteindre son but le plus rapidement possible. Quand on fait de l'infrastructure, c'est compliqué les tests, c'est compliqué de dérisquer les choses. L'idée, c'est déployer le plus vite possible, atteindre son but le plus vite possible. Mais il y a certains enjeux derrière. Si on fait les choses vite, on fait les choses mal, on s'endette, et il faut avoir un truc au-delà de ça. Ça va être de faire chercher à évoluer son code. Si on code vite, on s'endette. L'idée, c'est de pouvoir le faire évoluer pour le désendetter. Et le but n'est pas d'appliquer des simples design patterns qu'on connaît aujourd'hui. Le but est vraiment de le faire évoluer en fonction de son usage. Il ne faut pas oublier, vous avez des développeurs qui vont utiliser votre outil, votre code, mais vous avez aussi la partie opérationnelle qui va l'utiliser.
Et il faut le faire évoluer en fonction de ça. Bon, c'est bien, on fait évoluer, mais derrière, si on fait évoluer tout le temps, il va falloir qu'on arrive à tester tout ça, parce que les changements, on veut s'assurer que ça fonctionne. L'infrastructure, c'est très compliqué à tester. L'idée, si c'est compliqué à tester, c'est qu'il faut pouvoir répéter rapidement les choses. Donc on va se concentrer sur un outil ou des méthodes qui vont nous permettre de déployer, de supprimer, de nettoyer et de faire cette boucle de répétition assez souvent. Ensuite, quand l'opportunité s'y pose, mettre en place des tests qui vont nous permettre de nous donner confiance dans tout ça. Qu'est-ce que ça donne dans le code derrière nous quand on a essayé de faire le POC? En fait, on a décidé de partir sur un outil qu'on connaît qui est très similaire à Terraform, Pulumi. Cet outil nous permet de faire du code, on a essayé d'aller droit au but. Et en fonction de nos usages, Sébastien et moi, on s'est retrouvés à se dire, bon, on utilise toujours les mêmes fonctions. On up les ressources, on down les ressources, on les déploie, on les supprime. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait se simplifier derrière une interface, toujours la même. Là, c'est un cas concret on a mis en place une interface qui correspondait à nos usages habituels et nous convient très bien. On va construire dessus et ça nous donne une première abstraction derrière dans notre code. Très bien. Mais bon, Sébastien, j'ai fait mon POC. C'est bien tout ça. Ça m'a l'air quand même assez compliqué. Mais du coup, est-ce que je fais tout ça tout le temps, partout? La réponse, c'est a priori oui. On ne vous dit pas de faire du code avec un langage de programmation qui soit forcément le langage d'un développeur, mais on vous dit de réussir à exprimer son intention et de la modéliser pour que les développeurs puissent interagir dessus. On a vu une conférence tout à l'heure avec un talk où ils l'ont fait avec des templates et ça a marché très très bien. Mais on vous dit de réussir à exprimer son intention à travers le code. Et pour ça, oui, on a envie de le faire. À moins que, je vous donne le seul cas d'usage où vous n'avez pas envie de le faire, c'est vous essayez d'automatiser un appel API, un petit truc que vous faites en local, vous l'écrivez dans un script bash, vous l'avez, voilà, vous êtes prêt à jeter ce script bash du jour au lendemain, très bien. Mais aujourd'hui, si on se rassemble et qu'on se définit avec notre métier comme on est des ops, c'est notre métier au quotidien, c'est qu'on est en train de construire des choses un peu plus complexes que ça. On n'automatise pas des choses sans aucune valeur. Donc on a besoin de garder cette valeur. Pourquoi ? Parce que cette valeur, en fait, c'est un produit. Ce qu'on est en train de construire, c'est un produit. C'est pas juste des bouts d'automatisation, c'est pas juste des bouts de CI. On est en train de vraiment construire un produit. J'ai enlevé un mot de cette slide, c'est le mot de plateforme, parce qu'on a tendance à, quand on dit plateforme, à ramener tout ce qu'il y a avec. Mais en réalité, on va juste s'arrêter à l'échelle, au niveau du produit, pour parler simplement d'utilisateurs. On a des utilisateurs, c'est les développeurs, les gens qui construisent mon produit in fine, qui vont utiliser mon infrastructure pour mettre à disposition leur application. On a d'autres utilisateurs, les ops, qui doivent maintenir des pratiques d'infrastructure, gérer les policies, vérifier que les pratiques de sécurité sont toujours bonnes. Et avec ces utilisateurs, on va avoir du coup des enjeux d'adoption, comme finalement une application. On va devoir les former, on va devoir les amener sur nos outils. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, l'infra, c'est un produit. Et je pense qu'on n'a plus besoin de vous convaincre de ça. Il y avait un autre talk ce matin qui parlait de plateforme stratégie et qui faisait la métaphore du châssis de la voiture. La plateforme, en fait, on est là pour construire le châssis. Nous, on va un peu au-delà de cette métaphore. Si vous avez lu le pitch de notre talk, on pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Il n'y a pas juste le châssis et ensuite on met le dessus. Mais en fait, il y a, imaginons, on fait la liste des courses, on veut des ingrédients. Ces ingrédients, c'est des ressources cloud. Moi, je dis, je veux une VM, un truc. Ça, c'est les ops qui rédigent les ingrédients. Et ensuite, derrière, on me fournit des ingrédients. Peut-être même que ces ingrédients, on me les a déjà prédécoupés, qui sont déjà lavés, ils sont déjà un peu assaisonnés, un peu salés, un peu précuits peut-être, suivant les niveaux qu'on veut. Et moi, en tant que développeur, si j'ai envie, je peux assembler des ingrédients en suivant une recette, ou alors j'ai envie de faire ma propre recette, ou alors j'ai envie de suivre une recette, mais moi-même d'ajouter mon ingrédient à tel endroit. Et finalement, c'est tous ces niveaux d'interaction qu'on a envie d'avoir pour, à la fin, avoir un plat qu'on sert à nos convives, qui sont les utilisateurs. Si on va plus loin que ça, on a dit il n'y a pas 2 couches, il n'y a pas 3 couches. En fait, il y a plein de couches. Et nous, on fait un parallèle entre les couches d'abstraction de l'infra as code, avec du cloud jusqu'au plus métier, avec les couches OSI. Je ne sais pas si vous connaissez les couches OSI. Les gens qui bossent dans l'Ops et dans le réseau connaissent ces couches
OSI, c'est finalement toutes les couches d'abstraction sur le réseau, de la couche physique à la couche applicative. Voilà, il y a plein de layers, on appelle ça des layers, L1, L2, L3 jusqu'à L7. Il y a la couche data, voilà. Je ne vais pas faire le détail. Pour nous, il y a aussi des couches d'abstraction dans le code d'infrastructure. Si moi je parle en tant que développeur, je suis un développeur, je ne maîtrise aucune complexité de mon cloud provider, de mon infra, on va me donner un portail, une interface web, ça peut être mon cloud provider, hein, ça peut être juste mon interface web de mon pass, je lui donne mon repo et voilà, c'est très bien. Une interface simple et efficace, je ne veux avoir la main sur rien. Mais on peut aussi se dire qu'on peut avoir quelque chose de plus descriptif, un manifeste à trous, c'est le fichier de config qu'on vous a montré avant, où du coup je peux vous leur dire, moi, mon application, c'est ce repo, mais je veux ces ressources, je veux ce service-là, je veux me connecter depuis telle région, et je veux tel service Redis pour avoir du cache, telle authentification. Finalement, ça ressemble un peu à un Docker Compose YAML, donc vous dites, les développeurs, on leur fait pas trop confiance pour maîtriser cette complexité, mais ils le font déjà en fait. En local, pour déployer leur application, ils ont déjà ce Docker Compose YAML. Donc ils ont envie de pouvoir continuer à le faire. Le but, c'est de le faire simplement en cachant la complexité des couches d'en dessous. Et pour les développeurs les plus, ceux qui ont vraiment envie de rajouter des ingrédients à leur recette, on va dire, ils peuvent être amenés à utiliser ce qu'on peut appeler des use cases, pour les développeurs qui savent coder selon des design patterns. Les use cases, ce n'est pas un mot qui a été choisi au hasard, mais en gros, ça va être la coordination de modules d'infra, de choses qui ont été mises à disposition par la plateforme ou par les ops, pour ensuite construire derrière des déploiements d'infra. Et donc, bien sûr, c'est là où on fait le pont, où Ulysse, j'ai besoin de toi, parce que moi, je peux essayer de construire des trucs, mais il faut que tu m'aies mis à disposition des choses. Exactement. Et toute notre connexion va se faire autour de cette couche coordination. Aujourd'hui, on a plus l'habitude de la voir comme notre CI/CD. Il y a plein de choses qui s'y passent. C'est elle qui fait tous nos use cases. Dès qu'on a une application, on y va. Finalement, c'est elle qui va lier la partie développeur et la partie opérationnelle. Mais nous, derrière cette partie coordination, on va vouloir avoir nos propres abstractions puisqu'on a des besoins. Si on construit une plateforme, on a des politiques particulières à respecter, des nommages particuliers, des règles à mettre en place de sécurité. Et tout ça, c'est des choses que les développeurs ne veulent pas forcément voir. Ou alors, ils veulent avoir des erreurs très concrètes dès qu'ils font quelque chose de mal dessus. Finalement, il y a des couches du dessous. Exactement. Donc, la prochaine couche qui va venir, ça va être cette fameuse couche d'encapsulation. On l'a appelée la couche repository. C'est celle-ci qui va contenir en fait un peu nos règles métiers en tant qu'ops. Si on doit déployer un conteneur sur un cloud, il doit forcément faire partie d'un VPC. Derrière, il faut que le conteneur il soit nommé d'une certaine manière pour faire l'inventaire. Et en fait, on va chercher en tant qu'ops à avoir cette modélisation dans notre code, que ce soit du Terraform ou du code concret. Il faut arriver à la distinguer, cette couche, parce que c'est elle qui va supporter ces règles. Et derrière, une fois qu'on a réussi à implémenter toutes ces règles, il faut concrètement déployer les ressources. Et c'est la dernière couche, c'est cette couche de provisioning. Aujourd'hui, on l'assimile aux outils qu'on utilise tels que Terraform, des API, le Cloud GCP ou n'importe quel outil cross-plane. Finalement, c'est celle qui va interroger l'API, qui va faire le travail de je veux créer une machine virtuelle, et celle-ci aussi doit être cachée un peu du développeur. L'idée, c'est de prendre conscience de toutes ces couches parce qu'on interagit entre monde du développeur et monde de l'opérationnel. Et une fois qu'on a un peu démystifié toutes ces couches, si les besoins deviennent de plus en plus spécifiques de la part des développeurs, on sait sur quelle couche taper. Ça va être ça l'intérêt. Ok, donc finalement, ce qu'on dit, c'est que faut arrêter de rester juste sur la couche 1, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on demande aux développeurs. On leur dit, mais regardez, faites du Terraform, c'est facile. Mais en fait, eux, ils ne veulent pas être sur la couche 1. Ils veulent potentiellement être sur des couches au-dessus. Et en fait, il faut autoriser ces développeurs à avoir accès à ces couches de manière simple, efficace, pour pouvoir qu'ils gagnent en efficacité. Aujourd'hui, on a parlé d'Accelerate sur la partie livraison, sur la métrique pour délivrer plus vite, pour résoudre les bugs plus vite. Mais en fait, aujourd'hui, Accelerate, ça a un peu shifté sur d'autres métriques. Je ne sais pas si vous connaissez les métriques Space, qui parlent plus de développeur expérience, d'efficacité au travail, d'avoir la main sur ce qu'on fait et d'en maîtriser la complexité. Mais en fait, finalement, l'infra as code doit suivre. Et l'infra as code ne doit pas juste se dire on se situe forcément sur la couche 1. Et c'est ça que nous, on voulait exprimer aujourd'hui sur ce talk. Et donc finalement, si je repose la question, est-ce que
l'infra as code peut être du code. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense ça? Plus personne. Moi, en tout cas, je le pense. À la fin de ce talk, moi, je pense que l'infra as code peut être du code, parce que l'infra, c'est un produit SaaS code avec un langage de programmation ou du YAML ou ce que vous voulez, mais SaaS code. Et je vous remets cette phrase qui nous tient un peu à cœur. Codons notre infrastructure avec du vrai code qui exprime son intention et qui permet à tous ses utilisateurs de le maîtriser. Voilà. Merci à tous. Merci. Petite précision. Merci pour les applaudissements. Merci. On vous a parlé d'un POC qu'on a fait. En fait, on se retrouve juste après. Là, on a une petite pause. D'ailleurs, on va prendre les questions. Ensuite, il y a une pause. Et ensuite, il y a l'atelier où, en fait, on va regarder notre code et en quoi on a réussi à reproduire ces différentes couches dans un code applicatif. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rester si le sujet vous intéresse. On compte beaucoup sur vous pour nous poser plein de questions, aller voir le code, ajouter des choses, en supprimer. Vraiment quelque chose d'interactif. Sébastien va pouvoir vous montrer des choses. On va essayer de vous montrer ce qu'on a pu coder. Ouais, on va partir d'une base juste de vous montrer ce qu'on a pu faire, mais sans rentrer trop dans les détails, vraiment juste pour que vous compreniez à peu près ce qui a été fait. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir rebondir. Si vous voulez creuser une partie du code en particulier, on le creusera. Je ne pense pas qu'en 45 minutes, on va genre parcourir tous les fichiers de code, mais ceux qui vous intéresseront, on les regardera. Et on viendra aussi du coup ajouter des choses. Il y aura Ulysse et moi qui viendront dans les rangs. Si jamais vous avez une question, hop, on amène le micro et on discute ensemble. Juste une précision, avant que vous le demandiez pendant l'atelier, on vous donnera le repo de code. Donc tous les blocs de code qu'on vous montre, les use cases, les repositories, on les a mis sur GitHub en public, donc il n'y aura pas de souci. On vous donnera un QR code et on vous donnera le lien aussi. Peut-être petite question avant de démarrer. Qui n'était pas là pour la présentation juste avant? Ok. Là, le but de l'atelier, c'est que dans la présentation d'avant, on a essayé de discuter de comment faire de l'infra as code avec du code, en expliquant des principes. Et le but de cet atelier, c'est de vous présenter ce code-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et Sébastien, vas-y, présente-nous ce que tu veux. Je vais passer dans les rangs s'il y a des questions. Alors, je vais commencer juste pour celles et ceux qui n'étaient pas là, par un petit wrap-up. En gros, le takeaway du talk précédent, c'est le concept qu'on a envie d'avoir plusieurs couches d'abstraction pour interagir sur l'infrastructure. On a bien sûr la couche qu'on connaît, Cloud API, où on déclare des ressources cloud, mais il y a aussi d'autres couches au-dessus, repository, use case, un Docker Compose YAML ou directement une interface web ou une clé. Et finalement, toutes ces couches-là, dans cet atelier, on va vous montrer comment est-ce qu'on les a codées pour que, en tant qu'ops, je mette à disposition des modules, des repositories, ou en tant que dev, je vienne coder des use cases ou juste déployer mon application et mon image. Voilà pour le wrap-up du talk précédent. On a dit l'infra as code, c'est pas du code, mais en fait, ça peut être du code si on arrive à déclarer notre intention comme il faut, de manière claire sur chaque couche. Voilà pour le wrap-up. Sur l'atelier, on va commencer par parler de Pulumi. On vous a dit que le POC qu'on a fait, c'était du Pulumi. Pulumi, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est pareil que Terraform. Ça utilise les mêmes providers que Terraform, pour la majorité, par certaines exceptions, mais en gros, vraiment, c'est les mêmes providers, donc vous pouvez même aller voir la documentation du provider de Terraform et l'appliquer dans Pulumi. C'est juste que c'est dans le langage de votre choix, et donc pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, ça nous permet plus facilement d'amener de l'abstraction et de l'encapsulation, et du coup de séparer les différentes couches. Donc de les isoler, et derrière d'avoir du feedback dessus, de faire des tests, et tout ça. Autre précision de notre utilisation de Pulumi, c'est que c'est exécutable par une application avec un truc qui s'appelle Pulumi Automation API. Donc vous n'avez pas besoin du CLI Pulumi, on ne va pas faire Pulumi Up, mais en fait, on va directement lancer avec l'application nos déploiements d'infrastructure. Et c'est là où il y a le changement du paradigme, où du coup notre déclaratif devient de l'impératif avec notre application. On ne vous demande pas de maîtriser tout l'outil Pulumi. On va vous montrer du code, finalement, ça va être assez intelligible, ça se comprend pour développeurs, pour des ops aussi. Et si ça se comprend pas, vous posez la question et on explique un peu mieux. Voilà, de même, Pulumi, c'est un exemple. On aurait très bien pu faire
des CRD avec des templates et faire un truc bien avec des manifestes. Ça nous aurait demandé un peu plus de code en Go, mais du coup là, on a décidé de le faire en TypeScript avec du Pulumi. Voilà, c'est un exemple. On va passer sur le code. Alors déjà, est-ce que c'est assez grand? C'est assez grand, non. Je vais juste ouvrir un fichier et on va regarder ensemble si le fichier est assez grand. Désolé pour les sifflements. Ok. Là, c'est assez lisible. Les gens du fond aussi? Ok, cool. Alors, on va commencer par partir du CLI. Le CLI, c'est un CLI qu'on a développé qui s'appelle Duck. Ce CLI, il a des options. On peut deploy, on peut... en fait, on va peut-être faire un duck-help. On va regarder ce qui est possible de faire avec ce CLI. Mais en gros, pour spoiler un petit peu, le temps que TypeScript compile, on va pouvoir déployer, détruire, c'est tout. Pour l'instant, on en est là de notre cycle de vie. Sur le déploiement, du coup, on peut déployer par exemple un conteneur. On va donner son projet, on va donner son cloud provider, on va donner son environnement. Tout ça, ça va être un peu des valeurs qui vont se retrouver dans les noms des ressources, dans je sais pas, le réseau. On pourrait appeler ça des namespaces, etc. On va aller déclarer notre image, parce qu'aujourd'hui, en tant que développeur, je déploie des conteneurs Docker avec une image Docker et un port. Voilà. En fait, c'est juste, on a juste mis des paramètres qui est un peu l'interface qu'on expose à nos utilisateurs. On leur dit, bah voilà, vous pouvez définir votre image, votre port, votre environnement, vos trucs. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez définir beaucoup d'autres choses. Et on vous a montré dans le talk que, en fait, là, c'est une interface assez restreinte, parce que finalement, bon, ça fait déjà beaucoup de paramètres. Et si vous voulez préciser d'autres choses, on pourrait très bien imaginer un fichier YAML et dire juste que ça consomme le fichier YAML. Voilà. Je vais juste lancer en tâche de fond le déploiement d'une image sur Scaleway, une image qu'on a faite nous-mêmes, d'une application miniature. Voilà, juste pour voir que j'ai lancé un CLI Duck. Si je vais voir mon paquet JSON, pour ceux qui font du Node, je peux voir que en fait, le binaire Duck, c'est juste exécuter un fichier JS. Donc en fait, là, j'exécute du code JavaScript. C'est du code TypeScript qui a été compilé. Et derrière, c'est en train de me provisionner des conteneurs. Donc là, on a vraiment la démonstration de ce que fait Pulumi. On l'a bien configuré, ce qui fait que derrière, ça nous redonne une URL. Voilà, j'ai juste déployé un conteneur sur un pass, donc du coup, ça va très très vite, c'est très facile à faire. Et lorsque je le montre, voilà, bienvenue à la DeConf, c'est une page HTML toute simple. Ça aurait pu être une SPA, ça aurait pu être ce que vous voulez. Voilà, là, ce qu'on a démontré, c'est la couche Dev Portal. Maintenant, on peut peut-être regarder ce qui pourrait se passer sur les couches du dessous, et notamment sur la couche Use Case, qui est du coup celle qui est appelée ici. Je laisserai Ulysse parler de tout ce qui est layer et programme, si jamais il y a des questions juste après. Mais du coup, sur la couche programme, en fait, enfin sur la notion de programme, ce qu'on va juste dire, c'est qu'on va instancier un repository, qui est un repository Scaleway Container. Donc les ops, ils m'ont mis à disposition un repository. Ils m'ont dit, avec ce repository, tu peux appeler une méthode qui s'appelle newContainer, avec des paramètres qu'on te demande, qui sont ton projet, ton image, ton port. Est-ce que ton appli, elle est exposée publiquement ou pas? Donc finalement, moi, en tant que dev, j'ai pu écrire un use case qui dit je veux déployer un conteneur et je veux qu'il soit exposé publiquement. Derrière, je veux récupérer l'URL et me l'afficher. Donc ça, c'est un use case, mais ça, c'est mis à disposition, enfin ça, c'est permis par la complexité qui est gérée dans le repository. On voit aucune méthode de Pulumi, aucune méthode qui est associée à ton cloud provider, là. On ne sait pas du tout que le cloud provider Scaleway, en fait, il a besoin d'un paramètre qui s'appelle public ou private. On voit juste un publicly exposed à true. Et en fait, le repository, derrière, il va cacher toute la complexité. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau container? On va collapser un peu tout. Un nouveau container, c'est une méthode publique. Tout ça, c'est du code.
En tant que développeur, vous devez avoir l'habitude de voir ça. J'ai une classe repository avec une méthode publique qui s'appelle newContainer, donc je peux l'appeler dans des use cases, dans d'autres couches. Dedans, elle va faire des checks. Mais ça, moi, en tant que développeur, je ne le savais pas. Mais en fait, elle va venir vérifier que l'image est invalide. Notamment, que je n'ai pas déployé un tag latest. Ça, c'est mon équipe infra qui dit, en fait, on ne veut pas que les équipes déploient une application en latest. On veut que ce soit à chaque fois versionné avec semver versionning, tout ça. La fonction, en fait, ça, c'est caché. Et il se trouve que, en fait, on a un test. Où est-ce qu'il est mon test ouais, repository. Hop. Derrière, j'ai un test unitaire. Mon développeur, en fait, il s'est dit, attends, je vais bien vérifier unitairement que si jamais je lui donne une image avec le tag latest, je m'attends à ce que mon module il sorte une erreur qui dise l'image est invalide. Donc là, finalement, si je fais npm run test, je vous spoil un peu la suite. Si je fais npm run test unit, je vais lancer mes tests unitaires et en fait, sans avoir fait des appels API, je peux déjà vérifier que mon infra ne permet pas de déployer des tags latest. Donc là, on a un feedback sur son code d'infra qui est quand même beaucoup plus rapide et potentiellement beaucoup plus isolé. Voilà, j'ai des tests. Sébastien, j'ai une question. Dans le cas où, est-ce que tu peux nous montrer un cas où quand tu lances la CLI avec test, qu'est-ce qui se passe? Le développeur, il va avoir quoi comme erreur? Ouais. On va faire, on va lui dire de déployer. Attends, je vais BusyBox latest, je pense. Ok. On va juste changer des trucs dedans. Donc ton image, tu m'as dit, c'est BusyBox? Ouais, par exemple, Ouais. BusyBox latest. Il va peut-être vouloir pull. Hop. On va dire que, allez, c'est sur l'environnement d'intégration. Ce qu'il m'a dit, c'est... il m'a directement sorti... Donc en fait, il a compilé le code, il n'a pas fait d'appel API pour récupérer l'image, pour appeler le cloud provider pour essayer avec cette image. Il a directement dit que c'était une erreur du code, une erreur sur cette fonction-là. Il a dit, l'erreur, c'est l'image BusyBox latest est invalide, vous devez spécifier un tag autre que latest. C'est pareil, si j'avais pas mis de tag, ça m'aurait mis une erreur. Voilà. C'est un type de check qu'on peut mettre. Alors je vais juste répéter la question. Donc la question c'est, est-ce que dans le code je vérifie que c'est juste le string latest? Alors moi en tant que développeur je ne sais pas comment c'est fait, et limite j'ai pas forcément envie de le savoir, mais si j'ai envie de le savoir je peux le retrouver dans le repository, et dans le repository je vois que j'ai une fonction isInvalidImage, je peux regarder dedans, voilà. Est-ce que cette image, est-ce que ce nom d'image finalement, est-ce qu'elle va plus loin que, est-ce qu'elle a des deux points, donc est-ce qu'il y a un tag qui a été précisé, et est-ce qu'elle ne contient pas latest? Donc tu cherches bien avec une valeur string. Voilà, je cherche avec un string. Je cherche juste. Donc par exemple, si vous faites une image avec un tag qui s'appelle latest v1, il va y avoir une erreur aussi, mince. Mais si on rajoute un cas dans nos tests unitaires, on peut le tester. Merci. Et le faire évoluer. Voilà, de la même façon, je vois que j'ai un autre check qui va venir vérifier que le port il fait partie de la liste des ports qui sont autorisés. Ça, c'est une constante qui est soit le port 81, soit le port 80, soit 5, 6, 7, 8. Parce que chez moi, dans mon entreprise Duck, on déploie nos applis sur ce port-là. Voilà, une fois que c'est fait, finalement, on voit qu'on a des appels à des modules Scaleway. Et là, on voit vraiment l'infra. On voit des bouts d'appels API sur les ressources cloud, ce qui aujourd'hui est notre code Terraform, ce qui est notre code Pulumi, votre code déclaratif finalement. D'habitude, il se situe sur cette couche. Et d'habitude, vous demandez aux développeurs de vraiment déclarer leur container ou leurs ressources avec les bons paramètres. Ah oui, alors en fait, il faut que ton CPU il soit entre telle valeur et telle valeur. Il ne faut pas que tu demandes trop de mémoire. Il ne faut pas que ton scaling il soit de 48 à 10 000. Il faut qu'il soit juste entre 3 et 5. Ça, en fait, je l'ai mis directement dans mon repository. Ce qui fait que les gens qui vont écrire des use cases, ils vont directement hériter de ça. Donc, ils vont directement avoir tous les policies de mon entreprise, de ma plateforme, qui sont inclus dans le module. Ça, c'est facilité par le fait que c'est du code, mais en fait, on peut se dire que même si ce n'était pas du TypeScript, on pourrait aussi le faire. Juste que, vu que c'est du TypeScript, c'est plus facile pour
programmation, et puis programmation orientée objet encore plus. Voilà. Une question, ouais. Bonjour. De ce que je vois pour l'instant, en fait, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire à peu près la même chose en créant des modules Terraform au-dessus des providers, en utilisant les fichiers de conf quand on lance les commandes Terraform. Enfin, ça ressemble vachement. Ouais. Là, où est-ce qu'on va se différencier vraiment de ça? Donc, on peut faire. C'est pour ça vraiment le message de notre talk précédemment, c'était de dire en fait notre concept, il parle pas d'outils. Notre concept, il parle vraiment de façon de faire. On peut le faire avec des modules Terraform. Vraiment, c'est un use case classique. Ton équipe plateforme, elle met à disposition des modules. Et derrière, imaginons un module qui s'appelle Container, Scaleway Container. Et derrière, mes développeurs qui savent faire du Terraform. Bon, a priori, aujourd'hui, ça va. Mais déjà, c'est peut-être plus simple pour les développeurs quitte à faire un pas vers eux, c'est peut-être plus simple de le faire en TypeScript pour eux ou dans le langage dans lequel ils codent. Donc on peut le faire. Là où on va avoir plus de mal, c'est sur le feedback sur ces modules-là, parce que on va avoir plus de difficultés à faire des tests avec un feedback très court en Terraform, là où avec du code, en fait, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du test unitaire, on peut faire du test d'intégration, du test end-to-end. On sait faire aussi, on est très outillé, on a de la doc qui est faite. Alors aujourd'hui, Terraform s'outille bien pour avoir des tests. On voit que c'est le mouvement qu'ils amorcent. Il y a des blocs de tests, on peut faire aussi du policy testing si on veut juste vérifier que mon module il est appelable avec telle chose. Donc, en fait, quand vous me demanderez pourquoi on l'a fait avec cet outil, on vous dira parce que c'était plus simple. On ne vous dira pas parce que c'était pas possible de le faire avec Terraform ou l'outil de votre choix. Voilà. Puis on avait aussi vraiment envie de tester à Donf, de se dire On va essayer de faire que du code et voir est-ce que c'est possible avec du code, du coup. Et donc, la Pulumi, c'est la techno qui nous permet de faire ça surtout, parce qu'elle est très facile à utiliser avec du code. Elle se distingue de Terraform par ça. Et l'idée, c'est de voir si ça marche. Juste, Ulysse, je crois qu'il ne faut pas que tu parles dans le micro quand tu as déjà le micro. très bien. Ok. Vous avez une autre question ou vous avez une autre couche que vous voulez qu'on regarde Ouais, une autre question là-bas. Merci. J'ai l'impression quand je vois ça que finalement c'est comme si on était capable de créer un nouveau CLI, le doc CLI par exemple, mais qu'on perd cette approche déclarative. Oui. Moi ça m'embête beaucoup cette perte d'information justement, parce que là c'est de la programmation, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est un peu caché, alors que Terraform se veut déclaratif. Oui, je pense que tu as trouvé le changement de paradigme qui freine, on va dire, l'adoption de ce qui peut s'appeler aujourd'hui l'infrastructure from code, qui est un mouvement justement d'avoir du code de programmation pour pouvoir déployer des ressources cloud. Les outils comme Terraform, etc. sont déclaratifs. Vous avez une configuration et en fait, vous n'allez pas gérer tout le cycle de vie, toutes les actions qui vont être faites. Vous allez juste dire, je veux ça. Je veux un état désiré. Et donc, vous n'allez pas dire, en fait, pour avoir ça, il faut que tu me crées ça et que tu modifies ça. Et voilà. Et à la fin, quand tu dis, je veux update ça, je veux juste réappliquer cette conf, il va faire des updates, il va mettre à jour des choses. En fait, toute la gestion du cycle de vie dans un outil déclaratif, elle est facilitée. Et elle est gérée par l'outil déclaratif. Donc ça, aujourd'hui, c'est un frein à l'adoption de l'infrastructure from code, mais ça peut vouloir dire qu'on peut faire des choses, on peut gérer des cycles de vie différents d'un cycle de vie de ressources Terraform avec des dépendances différentes, dire en fait, moi, cette ressource-là, j'ai besoin de cette autre classe en amont. On peut tout recoder, c'est là où il y a la difficulté. Et en fait, c'est là où il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Mais oui, du coup, là, on est sur quelque chose qui est impératif. On dit qu'on crée un nouveau container. Après, on s'appuie quand même sur la puissance de Pulumi qui dit que voilà, si je relance ma CLI et que mon container il est déjà créé, ça ne va pas le recréer. Il y a déjà ça, mais c'est vrai qu'il peut se passer d'autres choses. L'élément clé dans tout ça, qui est hyper important, c'est que finalement, là, dans la classe que tu as juste avant, Sébastien, notre fameuse classe use case, celle du conteneur. En fait, ce code Pulumi, c'est quasi exactement la même chose qu'un code Terraform. On dit je veux telle ou telle ressource. Et si on se met dans l'optique d'une plateforme, une plateforme, c'est quelque chose qui évolue. Les développeurs, ils veulent une VM à la demande. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, si on regarde notre modèle de couche qu'on va avoir, la partie très déclarative où en fait on sait exactement ce qu'on déploie, c'est celle qui se retrouve en bas.
celle des modules, des repositories. C'est celle qu'on présente ici. Et donc naturellement, quand on va faire un CLI, on ne se retrouve plus du tout à cet endroit-là. On se retrouve vraiment dans l'idée de construire une plateforme, quelque chose de consommable, de jetable. Et on perd ce paradigme de j'ai une description des ressources que je veux et c'est ce que je veux. Et donc, plus on va évoluer vers l'idée de vouloir une plateforme, plus on va devoir se distancer un peu de ce modèle et de se dire oui, en fait, ça va devenir très dynamique. Et pour gérer ce dynamisme, faut avoir cette idée de couche et faire évoluer ça. Donc là, rien ne nous empêche d'avoir peut-être du déclaratif. Tout à l'heure, j'avais montré un exemple de code qui mange du YAML. Mais du coup, ça, c'est parce qu'on l'offre en tant qu'interface aux développeurs. Derrière les opérationnels, ils peuvent toujours déclarer les ressources de manière très concrète. Là, l'exemple est présent ici, où ça bougera que très peu. C'est un template, c'est un programme, c'est une seule chose qui déploie un conteneur de la même manière, c'est notre module Terraform, mais qu'on donne à disposition et qui nous permet d'outiller toute cette partie et de faire plein de Lego finalement. J'ai juste envie. Rien n'empêche de mixer finalement, d'avoir toute la partie construite sur du déclaratif et avoir ça pour tout ce qui bouge et change souvent. C'est ça. Un peu le meilleur des deux mondes, parce que finalement, en tant que développeur, j'ai envie de dire ce que je veux et pas forcément comment l'atteindre. Là où peut-être qu'en tant que Ops ou Platform Engineer, j'ai envie de dire comment je l'atteins, l'impératif. Et finalement, nous, là, on vous l'expose, ça devient visible quand on vous le montre comme ça. Mais en fait, finalement, ce matin, quand Michael il vous a fait miroiter un truc très joli, en fait, dans ses CRD, il a recodé ses opérateurs. Il les a codés lui-même, donc il gère les cycles de vie de ses ressources, comme des ressources Kubernetes, avec config connector, mais il l'a recodé lui-même. Donc en fait, on se dit qu'une plateforme va devoir recoder la partie déclarative de son Terraform finalement. Il y a quand même un point critique, je le vois souvent dans les missions dans lesquelles je vais, où il y a une infrastructure qui est monstrueuse, qui est faite avec du Terraform, et ils vont commencer à chercher à mettre des boucles, des conditions. Là, on commence à avoir une intelligence qui ne s'exprime pas avec un outil déclaratif. Et dès qu'on commence à avoir ce point qui est tournant, il faut vraiment réfléchir à reprendre le modèle et se dire, ok, attention, cette partie logique de code avec des conditions, des boucles, c'est peut-être pas ce que je veux dans ma partie module. Je vais peut-être la vouloir au-dessus, use case, dans la CI/CD par exemple, ou même encore plus haut, pour exprimer des besoins métiers qui sont très différents. Moi, je suis surpris de voir, je comprends maintenant une différence que je n'avais pas compris tout à l'heure. Moi, je pensais qu'on gardait l'aspect déclaratif en bas et qu'on utilisait en fait les autres couches que vous disiez pour créer le script en dessous en fait. Et pour moi, les couches web, de web jusqu'à l'infra, elles pouvaient être utiles pour inculquer des règles de l'entreprise que chaque niveau, donc les équipes sécurité, les équipes infra, nos bonnes pratiques, nos obligations, et comme vous dites, grouper, dire si je mets mon storage, il faut forcément qu'il soit dans tel VNet parce que c'est ton VNet de ton appli, etc. Avec ton private link obligatoire parce qu'on ne veut pas de VNet public, on ne veut pas de storage account public, on espère. Mais du coup, tout ça, pour moi, c'est des règles qu'on peut utiliser pour générer le script Terraform qui reste déclaratif. On n'est peut-être pas obligé de recréer toute cette partie-là, en fait. C'est vrai, il y a la possibilité de partir sur des outils qui vont nous générer toute l'infrastructure. Et là, c'est juste une autre approche où derrière, pour le debugging, lors de la génération, ça va être compliqué. On va se retrouver avec des milliers de fichiers. Si on se trompe sur un élément, c'est la génération qui va tomber. Et l'idée, c'est de peut-être séparer ces choses parce que derrière, une fois qu'on génère tous ces fichiers, tout est porté par les fichiers qui nous restent. C'est toute la complexité et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que une équipe gère plus une couche plus qu'une autre. Typiquement, moi, je suis Ops, faire un front web ou avoir une interface pour des développeurs, c'est pas mon quotidien. Et si j'ai un moyen de le déléguer à une autre équipe pour qu'ils puissent avoir quelque chose, avoir une user experience idéale, il faut que je m'outille pour pouvoir le faire. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de les décorréler ces couches pour éviter d'avoir finalement le gros paquet en bas, et derrière qui est très compliqué, très lourd. Et derrière, ça fait des infrastructures qui prennent des heures à se déployer. Et je rejoins sur le... En fait,
je trouve qu'aujourd'hui, c'était d'ailleurs le début de la construction de notre talk, donc pas l'atelier mais le talk, c'est le fait qu'on se disait, en fait, on nous fait miroiter du déclaratif, mais en fait, il y a vraiment de la logique. Parce que moi, quand je fais appel à des modules, je dis attends, alors en fait, il faut d'abord déployer ce truc-là. En fait, votre complexité, votre métier, en fait, elle est soit dans votre CI, soit dans la façon avec laquelle vous allez appeler vos modules. Alors, vous allez faire un Terraform target, d'abord ce truc-là. Peut-être que vous allez utiliser TerraGrun d'ailleurs pour dire d'abord ce dossier-là, puis ensuite ce dossier-là. Et en fait, toute cette logique métier, en réalité, c'est du code. Et là, vous êtes en train de demander à quelqu'un de prendre son cerveau et de dire fais les opérations dans le bon ordre, avec les bons paramètres, sinon ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que c'est le début, c'est le cœur de notre truc, de dire en fait ça, c'est de la logique métier, c'est de l'automatisation qu'on veut coder sur une couche sur laquelle elle apparaît explicitement. C'est une CI, voilà. Nous, avec ce POC, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui nous permet de coder dans un seul code toutes les couches? Ça reste, c'est avec du TypeScript et du Pulumi. Mais on aurait pu très bien faire en dessous du Terraform, avec des modules Terraform, puis ensuite, au-dessus, on venait générer de la CI avec du code QLang ou ce que vous voulez. Et ensuite, au-dessus, on met un front. En fait, on peut très bien imaginer différentes technos, mais pour nous, le cœur du sujet, c'est le fait de faire apparaître chaque couche. Merci. Une deuxième question. Aujourd'hui, je le vois plus comme un CLI, mais est-ce que ça pourrait être finalement une application même qui pourrait être entre, je ne sais pas, imaginons on a un SaaS, et entre les deux, on veut utiliser un cloud provider. Être capable de se dire que finalement, on va utiliser du Pulumi pour pouvoir générer automatiquement en fait, tout ce qu'on veut de l'autre côté. En fait, aujourd'hui, les plateformes, elles sont rarement sous la forme d'un CLI. Même nous, là, on a développé un truc qui est vraiment basique. Et pourtant, on voit les limites, on voit qu'on commence à avoir 3-4 paramètres. En réalité, ça va plutôt ressembler à une API. Une API que tu peux consommer soit en faisant des requêtes API, ou à travers un front qui va aider ton utilisateur et son navigateur à faire des appels API. Mais aujourd'hui, vous avez, je sais pas, un Terraform Cloud ou votre portail dev, un Backstage, ce que vous voulez, ou votre CI avec des workflows déjà préfaits et vous cliquez juste sur des actions. Mais en fait, vous êtes déjà en train de... Vous avez construit ce portail dev, en fait. Et ça va plus ressembler à ça aujourd'hui, l'interaction avec une plateforme, qu'un CLI. Le CLI, c'est vraiment l'implémentation minimale parce qu'on s'est dit c'est joli, c'est simple, c'est basique. Il fallait trouver une première interface et en fait, dans les besoins, c'est qu'est-ce qu'on peut passer à un développeur complètement utilisable tout de suite et même pour les ops, parce que là, on dit c'est pour déployer un conteneur, mais un ops pourrait faire exactement la même chose pour déployer l'infrastructure qu'il a au quotidien. Et on s'est dit que la CLI, c'était le plus simple. Et à coder, c'est assez rapide. Mais derrière, on peut très bien mettre complètement une autre interface. Je pense que peut-être c'est quelque chose que tu peux montrer, mais l'index.js ne contient que la CLI. Et derrière, on pourrait complètement mettre ça dans de l'API REST, du gRPC. Oui, ça, là, c'est suffisamment bien découplé pour pouvoir le faire. Ah, c'est collapse, ça. Notre CLI, finalement, alors, on ne vous demande pas de savoir comment coder une CLI en Node. On a utilisé une librairie qui s'appelle Commander, qu'importe. Tout ça pour vous dire qu'en fait, derrière, ça fait juste appel à des fonctions. Donc là, ici, j'ai une commande container avec des options, qui sont des paramètres. Et derrière, ça va appeler une action. Cette action-là, en fait, je me rends compte que c'est une classe. Et cette classe-là, ensuite, derrière, elle va appeler des use cases, qui va appeler des repositories. Et donc, en fait, si j'ai envie, cette classe-là, je peux l'appeler par autre chose. Je peux l'exposer comme une API avec des endpoints. Je peux en faire ce que je veux, en fait. Ça prend juste en paramètre des options qui sont du coup définies. Alors ici, on l'a pas typé, mais globalement, il y a un project, une image, un port, votre interface, finalement, que vous mettez à disposition à vos développeurs. Et ensuite, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et dedans se cache, du coup, toute la partie un peu CI de votre déploiement. Donc c'est le fait de faire votre Terraform init, votre Terraform plan et votre Terraform apply, et à la fin de récupérer les outputs et de les afficher. Nous, c'est en Pulumi, c'est à peu près pareil. On parle de layer, on parle de set input, de up, et derrière de get output, avec un T, parce qu'il y a output et un T.
Mais voilà, tout ça en fait c'est juste des couches et on peut débrancher un truc pour en connecter un autre. Sur Terraform, il y a la notion de plan, etc., pour s'assurer que ce qu'il va déployer, il va rien destroy, etc. Quand tu as déployé ton conteneur tout à l'heure, bon, il n'y avait rien, je me doute, mais il n'y a pas eu cette notion de je vais déployer ça. Ouais. Est-ce que vous l'avez implémenté ou... Alors là, on va regarder. Est-ce que tu veux que je te laisse la main pour parler de ça en échange? Bah ouais. Je peux vous montrer derrière en fait l'idée qu'on a eue sur l'abstraction qu'on a pu mettre. En fait, le truc, c'est que dans Pulumi, tout est question de programme. D'accord ? Pulumi, on va essayer de décrire notre infrastructure à travers un programme, et c'est ce programme qu'on va essayer de lancer. D'accord ? Donc, ce dont on a codé en programme, c'est ce qu'on va trouver ici dans nos use cases. En fait, ici, notre programme, c'est une simple fonction qui va juste décrire tout ce qu'on veut déployer. Derrière cette partie orchestration, est-ce que je veux faire up, preview, refresh, et ainsi de suite. Et donc, ça, on a mis les abstractions dans les tools. On a donné cette notion de layer, comme on a l'habitude d'entendre en tant qu'ops. Un layer, ça peut être plusieurs programmes ou une manière de lancer un programme. Si tu veux zoomer, il faut zoomer comme ça. Ouais. Ouais, c'est bon, je maîtrise le Mac. Hop. Donc, ça, ce programme ici, c'est une classe, enfin, ce layer, pardon, c'est une classe qui implémente l'implémentation la plus simple de layer. D'accord ? Celle-ci, elle est plus spécialisée pour Pulumi. Là, clairement, on a affaire à du Pulumi parce que c'est une stack, je fais appel aux fonctions Pulumi pour installer les plugins et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai mis cette abstraction. Grosso modo, quand je vais définir ou instancier un programme, un layer, je vais lui donner le nom de la stack. Ça, si vous faites un peu de Terraform, c'est là où vous allez mettre vos states. Donc typiquement, on va essayer de bien le nommer. Et ensuite, je vais lui donner le code qui représente mon infrastructure. Donc c'est ce fameux i-programme. Et donc c'est ces abstractions qui me permettent de mettre mes programmes dans des layers. Et ces layers, je peux les exécuter avec up, down. Donc là, si on regarde cette abstraction... Tu auras le preview plus bas. Ouais. Là, si on regarde l'abstraction, est-ce que je peux cliquer? Ouais, c'est celle-là. Donc là, on a repris les fonctions classiques de Pulumi. Et derrière, il y a cette implémentation dans la classe qui est spécialisée. Demain, je ne sais pas, on a envie d'ajouter du Terraform. Même si Terraform CDK, c'est un peu compliqué. Ça ne marche pas toujours et ce n'est pas hyper pratique. Tant que je respecte cette interface, je peux faire des commandes CLI en dessous. Ça marcherait. Et donc on a essayé de se découpler derrière et l'idée derrière ça, c'est de tenter de le faire. Donc les fonctions sont là. Il y en a certaines qui sont utilisées, d'autres non. En tout cas, parmi nos tests, on a le plus souvent fait up et down dans l'esprit de quand on veut tester, on veut déployer, supprimer, vraiment. Mais sinon, elles sont là, c'est du Pulumi, ça fonctionne, le preview est présent. Le seul cas où ça peut être un peu compliqué, c'est si on fait un CTRL-C en plein milieu. C'est comme avec Terraform, les ressources sont loquées et il faut y aller. Là, ça demande peut-être plus d'intelligence pour coder la récupération ou des choses dans ce genre-là. Mais ça, c'est un héritage du fait d'utiliser Pulumi. C'est-à-dire que comme on s'est basé sur cette techno, c'est le parti pris. On sait que si jamais on interrompt en plein milieu, c'est pas idéal. Ça nous fait devoir récupérer beaucoup de choses. Mais derrière, peut-être que plus tard, on va se dire finalement, je veux plus de Pulumi. Et dans mon use case container, je vais faire des appels API Cloud classiques. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, j'arrive. Merci. Juste une question sur la partie state. Donc, Pulumi, comment il gère? Juste une question par rapport à TF State, puisqu'on sait sur Terraform, on peut le stocker sur S3 ou sur n'importe au local. Sur Pulumi, comment il gère ça? Alors là, c'est bête et méchant. On a mis ça dans un bucket S3, la même chose. Donc derrière, c'est bête et méchant. Là, Sébastien a mis en variable d'environnement ce qu'il fallait pour que ça envoie les states là-bas. Et ça marche comme ça. Mais en fait, ça marche comme Terraform. Pulumi, c'est comme Terraform. La gestion du state, elle est identique. J'ai envie de dire, peut-être Terraform, ils ont un fichier. Pulumi, ils en mettent plusieurs. Ils mettent genre des archives pour garder des historiques des précédents états. Donc souvent, si vous jouez avec Pulumi, que vous le mettez dans un bucket, vous allez voir plusieurs dossiers avec des historiques de TF-state. Mais c'est la seule différence, c'est globalement l'interaction avec le TF-state, elle est identique. Les règles sur le refresh, sur le lock, tout ça, c'est pareil que Terraform.
Oui, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires. Quand on est sur le cloud, on peut faire des rollbacks et ainsi de suite juste avec les states. Et je crois, alors je ne sais pas si Terraform sont à jour là-dessus, mais les states, il y a du chiffrage par exemple dessus. Ok. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas simplement implémenté que le use case pour un conteneur sur Scalway, mais on a décidé de l'implémenter aussi pour d'autres clouds. Parce que dans l'optique, demain, on ne sait pas encore sur quel cloud on va atterrir. On aimerait tester. Et finalement, le use case, on a décidé de faire une interface commune pour les arguments d'entrée, et les arguments de sortie. Après, c'est 2 doigts seulement. Ouais. C'est 3 doigts pour zoomer. Enfin, c'est 2 doigts pour zoomer et 2 doigts comme ça. C'est bon. Ok. Donc l'idée, c'est là, on est parti simple. Un conteneur, c'est une image, un port, un projet, parce que bon, on sait qu'un conteneur, c'est attaché à un projet. Et en output du conteneur, on s'est juste dit, on allait l'exposer à un URL. Tout ça, c'est changeable. Et peu importe l'implémentation du programme en dessous, il va falloir respecter ces entrées, ces sorties. Et donc, une fois qu'on a établi ces règles-là, derrière, quand on implémente la même chose côté GCP, ça reste assez simple. On a un repository, c'est quasi exactement le même code, finalement. On demande un conteneur à ce fameux repository GCP, on crée un nouveau service et on retourne l'URL. C'est la même fonction. Le use case, il est identique, c'est juste le repository qui est différent. Exactement. Pour AWS Fargate, c'est la même chose. Mais je pense que pour les plus experts d'entre vous, vous devez savoir que en fait, déployer un conteneur chez AWS, c'est complètement différent de chez Scalway. Chez Scalway, c'est très très simple. Déployer un conteneur, ça vous demande que seulement 2 ressources. Je pense que tu peux regarder dans le repository, peut-être comparer le peu plus haut. Un peu plus haut, ouais, c'est ça. Donc là, sur ce repository, on avait mis les règles métiers très bien, mais derrière, les 2 ressources, elles sont là. C'est sur ces 2 ressources. On a le namespace et on a le conteneur, finalement. Et ça nous suffit pour déployer. Par contre, chez AWS, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je vais aller sur le repository. Déjà, zoom un petit peu. Ouais. Déjà, il y a beaucoup. On fait appel à un load balancer, on fait appel à Fargate Service. Donc là, on a utilisé un petit trick. C'est que Pulumi offre des librairies qui sont déjà un peu tout packagées, à la même chose que des modules Terraform. Et Fargate Service, ça nous déploie encore plus de choses derrière. Donc tout ça, on a cherché à le cacher dans des repositories. Et ça, seulement grâce à ces aspects d'abstraction. De la même façon, niveau complexité, sur le repository de GCP, en fait, par exemple, GCP, il prend que des images qui viennent de la registry de GCP. Et ça, vous pouvez aussi le mettre dans votre repository, en fait. Le fait que le dev, il va fournir son image à lui, et c'est le repository qui va la récupérer, la mettre sur la registry GCP et la déployer sur GCP. Il y a quand même une attention à avoir, c'est que plus vous multipliez les cloud providers, plus vous allez restreindre les possibilités en termes d'abstraction. En fait, ça va tout de suite vous bloquer parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur un cloud qui ne le sont pas dans un autre. Et typiquement, le fait de déclarer un conteneur très facilement chez Scalway, c'est peut-être pratique, mais de l'autre côté, si ce n'est pas fait de la même manière côté AWS, on serait un peu bloqué de comment on mappe les choses. Donc ça, c'est de la complexité auquel il faut faire attention quand on fait du multi-cloud. Ça, c'est la réflexion plus métier où est-ce qu'on se situe. Oui. Merci. Bon, je n'étais pas au premier tour, ma question va peut-être être un peu naïve. J'ai vu qu'il y avait des policies là, qui étaient implémentées, c'est dans votre POC, ouais. Voilà, les ports, etc. Et donc, dans le cas de Terraform, les modules, on les versionne. Et ici, qu'est-ce que ça change ou est-ce que c'est pareil? Là, le support il va être différent. Comme on a essayé de mettre ça sous forme de code, il suffit de les packager en librairie. Donc là, la partie repository, c'est clairement quelque chose qu'on pourrait mettre derrière dans une librairie versionnée avec des versions majeures, mineures et ainsi de suite, du release management classique. C'est si on veut tendre vers une plateforme où on arrive à distinguer toutes les couches, ça serait l'idéal. Voilà, donc c'est finalement, ça ne change rien. Tant qu'on arrive à le packager, là, l'intérêt, c'est que c'est du code, donc c'est quelque chose qu'on sait déjà faire depuis des années. Alors que peut-être l'infrastructure, c'est quelque chose qui est actuel, où on évolue encore là-dessus, parce qu'on essaie de développer des plateformes. Finalement, c'est le module, le fait d'avoir comme support du code qui nous permet de... on a 20 ans d'outillage disponible. Peut-être que je peux vous présenter aussi
on va aller plus loin dans les design patterns. Avec Sébastien, on s'est dit que le use case container n'était pas suffisant et qu'on s'est dit un projet, peut-être plus tard, il va vouloir une base de données. Donc, GCO, ce que tu veux. Ou Git switch. C'est FitDB, je crois. Ouais, c'est ça. Slash. Et donc, moi, je me suis amusé à me dire, je vais créer un nouveau use case. Déjà, j'ai pas envie de casser la CLI de Sébastien. Donc, pour pas casser la CLI de Sébastien, je vais avoir un nouveau verbe qui va s'appeler project. Alors, on va le voir un peu en dessous. Tac. Là, on a déjà l'option, très bien. Ici, on a nos commandes deploy, destroy. Mais derrière, j'ai ma commande project. Cette commande, elle va juste prendre une option supplémentaire qui va être DB. Et en fait, quand je fais -db, il va me déployer une base de données en plus avec. Okay. Donc, je vais aller ici dans mon fameux deploy project. Et je vais peut-être vous poser la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec le design pattern builder? Est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, quand on va commencer à avoir une CLI avec beaucoup d'options, ça devient très pratique de pouvoir exprimer les choses avec un builder. C'est j'ai mon conteneur avec une base de données, avec un data lake, connecté avec ce VPC. Et donc, l'idée de l'avoir en code, c'est la possibilité de l'exprimer sous ce design pattern. Donc derrière, en fait, ici, j'ai implémenté une classe qui est mon project builder et qui implémente ce design pattern. Donc typiquement, quand je crée un projet, c'est avant tout les arguments projet et l'environnement et mes fameuses options. Est-ce que ce projet est avec un conteneur ou avec une DB? Et derrière, à chaque fois que je vais vouloir dire je veux la base de données, quand je vais dire avec le cloud provider, par exemple, je lui donne l'argument du cloud provider sur lequel se positionner, le conteneur, les arguments du conteneur, et la base de données, les arguments de la base de données. Aujourd'hui, il y a très peu d'arguments pour la base de données, je crois que j'ai juste donné le nom. C'est ça. Et derrière, quand ça s'exprime sous forme de code, ça devient tout de suite très très lisible. On voit tout de suite l'intention. La possibilité de mettre ces design patterns dans son code, d'essayer de bien les distinguer, c'est je crée mon projet. Dans ce projet, je veux dire qu'il est dans tel cloud. Je veux dire qu'il possède ce conteneur. Je pourrais ajouter un deuxième conteneur. Si je le code, je pourrais remettre .container et en ajouter un deuxième. Et si jamais il y a une base de données, derrière, je rajoute cette base de données. Et la même chose, je peux répéter l'action pour qu'il puisse le builder. À la fin, je up. On va juste faire un petit wrap-up parce qu'il nous reste 2 minutes. Ouais. Juste, du coup, on avait plein d'autres choses finalement. En fait, notre repo, c'est un peu une librairie de choses que vous pouvez récupérer si vous en avez envie. Il y a des tests end-to-end qu'on ne vous a pas montré. L'implémentation de la database, on ne l'aura peut-être pas vu en détail. Pareil, on s'est cantonné au use case container. On avait un use case avec du stockage objet. Enfin bref. Le repo, je vais vous mettre le lien. Le repo, il est sur notre GitHub. Vous pouvez le récupérer si vous voulez. Pareil, c'est juste un exemple. On préfère à la limite que vous reteniez la slide des couches en mode autorisez-vous de coder sur la couche la plus pertinente plutôt que juste celle du dessous ou celle de tout en haut. Mais du coup, ça c'est un exemple. Alors on vous dit pas faites du Pulumi, on vous dit pas faites du TypeScript, mais on vous dit mettez à disposition des couches d'abstraction pertinentes pour travailler efficacement.